Bonjour, c'est Chris Esson. Sur cette chaîne, tu trouveras un certain nombre de vidéos consacrées à la physique fondamentale, et plus particulièrement sur la physique liée à l'énergie du vide. Jusqu'au début du XXe siècle, le vide était supposé rempli d'une substance qu'on appelait l'éther luminifère, servant de support à la propagation des ondes lumineuses dans le vide. Mais une célèbre expérience en 1887, l'expérience de Michelson et Morley, a remis en cause cette hypothèse car la science officielle considère qu'elle a échoué à démontrer la présence de cet éther. La relativité générale d'Einstein a par la suite prédit la courbure des rayons lumineux dans un champ de gravité et a su apporter des explications à un phénomène physique jusqu'alors inexpliqué, la dérive du périhélie de la planète Mercure dans sa course autour du Soleil. La théorie d'Einstein passe sous silence la notion d'éther, même si Einstein a reconnu en 1920 que la relativité générale sans éther n'est pas concevable, comme indiqué dans ma précédente vidéo. Dans cette précédente vidéo, j'ai aussi expliqué que le papier d'Einstein qui prédit la courbure des rayons lumineux dans un champ de gravité utilise en fait des hypothèses inversées par rapport à celles de la relativité générale, à savoir une vitesse de la lumière variable et non pas constante. Aujourd'hui, je vais démontrer qu'il est possible d'expliquer la dérive du périhélie de Mercure avec de la physique newtonienne, combinée à la physique de l'éther, et que la relativité générale n'est donc plus nécessaire pour expliquer ce phénomène. Commençons par un petit rappel sur la trajectoire d'une planète, autour d'une étoile comme le Soleil. La trajectoire est dans le cas général une ellipse, et non pas un cercle. Cette ellipse se caractérise par son demi-grand axe A et son excentricité E. Et l'étoile est située dans l'un des deux foyers de l'ellipse. En physique newtonienne, s'il n'y a que l'étoile et une seule planète, la planète est censée avoir toujours la même trajectoire elliptique. La vitesse de la planète dépend de la distance à l'étoile. Sa vitesse est la plus élevée au point le plus proche, appelé périhélie pour le Soleil, et sa vitesse est la plus lente au point le plus éloigné, appelé aphélie, tout en respectant la loi des airs, découverte par Kepler. La surface couverte pendant un temps donné est constante. Au XIXe siècle, l'astronome Urbain Le Verrier découvre un écart entre la trajectoire de la planète Mercure et les calculs théoriques donnés par la physique newtonienne, à savoir que le périhélie présente une avance inexpliquée qu'il estime à 38 secondes d'arc par siècle, environ 1 centième de degré par siècle, ce qui correspond aussi pour un an à l'angle de l'épaisseur d'un cheveu vu à une distance de 50 mètres. Jusqu'à présent, tous les calculs se basent sur le principe fondamental de la mécanique et sa formule simplifiée dans le cas d'un corps de masse constante. Somme des forces égale m dv sur dt. Mais la vraie formule est en fait celle-ci. Nous allons voir que cette dérive s'explique très simplement grâce à ce terme qui a été oublié, dm sur dt v, car la notion de masse n'a été comprise qu'en 1964, grâce aux travaux de 3 physiciens, Robert Brout, François Englert et Peter Higgs, qui ont alors compris que la masse est en fait le couplage d'un objet avec le vide qui n'est pas vide. Plusieurs vidéos sur cette chaîne ont démontré qu'on retrouve les résultats de la gravitation de Newton en considérant un fluide parfait, l'éther, remplissant le vide avec une pression variable liée à la distance à un objet massif comme une étoile. Selon la formule, P de R égale P0, 1 moins Rs sur R, où Rs est le rayon de Schwarzschild. Cette vidéo va seulement donner les résultats des calculs qui sont relativement simples, niveau terminal, et expliqués dans la publication indiquée dans la description. On trouve alors que la variation relative de pression entre le périhélie et l'aphélie est égale à delta P sur P égale 2E-RS sur A 1 moins E2. Vu que la masse correspond au frottement d'une particule sur le vide, on va aussi supposer que ce frottement est directement proportionnel à la pression du vide, assimilée à un fluide parfait, et donc que delta M sur M égale delta P sur P.
De là, il est très facile d'estimer le travail des forces de pression le long de la trajectoire. Travail qui se transforme en complément d'énergie cinétique sur la trajectoire, et donc une vitesse angulaire complémentaire qui va faire avancer la planète sur son orbite. Avec un calcul simplifié, on trouve alors que sur chaque tour, l'avance de phase vaut 4π delta p sur p. En prenant en compte la vitesse variable de la planète sur son orbite, maximale au passage du périhélie, cette avance de phase se traduit par une avance sur l'orbite à chaque tour d'un angle delta-θ donné par la formule suivante. Si maintenant on fait un calcul plus précis, on trouve alors que l'avance de phase trouvée précédemment doit être multipliée par ce coefficient et que le résultat final doit être multiplié d'autant. La valeur calculée pour la planète Mercure pour un siècle de dérive est alors de 38,8 secondes d'arc, totalement en accord avec les 38 secondes d'arc annoncées par Leverrier en 1859. Cela démontre que la relativité générale n'est pas la seule théorie capable d'expliquer la dérive du périhélie de Mercure. C'est pourtant aujourd'hui l'une des justifications majeures de sa validité. Sur cette chaîne, et grâce à la physique de l'éther, tu trouveras aussi l'explication de la gravitation, la démonstration de E égale mc2 en une ligne de calcul, l'explication de l'interaction nucléaire forte, et d'autres phénomènes expliqués comme l'électromagnétisme ou l'effet Aharonov-Bohm. N'hésite pas à consulter les autres vidéos de la chaîne en attendant, et je te dis à bientôt, bye bye.